Bonjour à tous, nous sommes là pour une formation Passer le relais dans de bonnes conditions avec Jody d'AnimaFac et Elodie de Elsa Montpellier et moi-même de AnimaFac Montpellier. Du coup, Jody, je vais te laisser te présenter. Bonjour à toutes et à tous, merci à vous qui nous suivez. Moi, je suis coordinatrice territoriale à AnimaFac et aujourd'hui, avec Elodie, on va vous parler de la passation. Pourquoi? Parce que, on l'entend répéter trop souvent, les associations étudiantes souffrent d'un gros turnover d'année en année et sans passation, on peut risquer de perdre plein d'informations importantes importantes au projet de l'association. C'est pour ça qu'on va parler de ça en présence d'Elodie qui va nous partager son expérience. Moi, je suis Elodie Fillou, donc je suis présidente de Elsa Montpellier. Elsa Montpellier, c'est une association représentante des étudiants européens en droit. Donc, elle est présente dans la faculté de droit de Montpellier. Elle permet de développer tout ce qui est la professionnalisation des étudiants en droit, leur internationalisation et promouvoir les droits de l'homme. Et donc, on mène beaucoup d'actions pour les étudiants, notamment des procès fictifs, des concours de négociation, des cafés-débats, tout un tas d'activités qu'on anime chaque année. Et donc, je connais bien ces notions de problèmes de transition qui sont très importantes puisque chaque année, chacun part de son côté pour les masters ou même pour des raisons personnelles. Et donc, forcément, il faut se transmettre bien les informations. Donc, merci beaucoup à AnimaFac de m'avoir invité à participer à cette formation-là. Du coup, Elodie, ça fait maintenant un petit peu de temps que tu es dans l'asso Elsa. Comment ça s'est passé la passation pour ton rôle de présidente cette année? Eh bien, en fait, avant, l'année dernière, j'étais vice-présidente. Donc, j'ai quand même pu un petit peu voir les enjeux qu'il y avait dans l'association. Mais évidemment, je ne connaissais pas vraiment les problématiques puisque je ne faisais pas partie du bureau restreint. Je n'étais donc que vice-présidente, donc je ne savais pas ce qui se passait entre la présidente et la trésorière, par exemple. Et il s'est avéré notamment, par exemple, que en arrivant au pôle de présidente, je me rends compte que la carte bleue était au nom de la présidente d'il y a 2 ans. Donc, c'est-à-dire que légalement, je ne pouvais pas accéder au compte bancaire, je ne pouvais pas payer avec cette carte bleue. Et c'est tout un tas de problématiques comme ça qui font qu'en plus, je ne pouvais pas contacter cette présidente-là d'il y a 2 ans parce que je ne la connaissais pas du tout. Il y a toujours cette problématique-là, si on ne met pas en place des drives, si on ne met pas en place vraiment une transmission claire, carrée et nette, on se retrouve bloqué, mais d'un point de vue surtout administratif, en fait. Et donc ça, c'est difficile en début d'année de passer 1 à 2 mois à récupérer des détails comme notamment, par exemple, les logos de l'association. Voilà, les avoir, on ne peut pas faire d'affiches, on ne peut rien faire, pas de com si on ne les a pas rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que, je pense, l'ancienne présidente ou l'ancien président, dès le début d'année, en fait, continue, dans la mesure du possible, à accompagner les étudiants qui prennent le relais et mais également peut-être reste en contact non loin, mais c'est vrai que c'est pas toujours possible. Donc il faut, dans la mesure du possible, le mettre sur des drives, voilà, ou même en papier dans un local, que ce soit accessible rapidement. Effectivement, pour compléter tes propos, Elodie, c'est vraiment l'enjeu pour ceux qui en fait passent le relais à de nouveaux membres, à la fois de rester présent pour assurer une bonne passation, mais sans pour autant trop le rester, parce que rester présent aussi ne permet pas de passer le relais. Il faut savoir au bout d'un moment partir aussi. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les outils numériques, ça permet aussi de numériser et de stocker et de rendre accessible un certain nombre en fait de documents qui vont être nécessaires à la prise de relais. Et on va parler justement un peu plus tard des documents à conserver d'une année à l'autre, par exemple. Et la question, je suppose, qui se pose en premier, c'est pourquoi passer le relais? Et dans ces cas-là, en fait, c'est pour éviter que tout ce qui a été acquis par les étudiants de l'année auparavant, tout ce qui était le bureau, n'ait servi à rien, en fait. Et d'avoir la mémoire de l'association, c'est quand même l'enjeu. Si on ne sait pas donner à fond cette association pour que l'année d'après, elle disparaisse. Et en plus de ça, si c'est pas clair dès le début, ça risque de décourager les personnes qui ont commencé à s'intéresser, à rejoindre l'association. Si dès le début de l'année, c'est n'importe quoi et pas du tout carré, ça peut les faire partir. Donc, le but, c'est de pérenniser le projet. C'est également de pouvoir améliorer l'association et pas à chaque année de repartir de zéro. Et voilà, attirer des nouveaux adhérents puisque ça restera une association forte. Et ça, je pense que c'est important. Du coup, moi, j'ai une question. Comment prépare-t-on une passation?
Et du coup, comment ça se passe pour toi, ton asso et en général? Ben, alors déjà, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comment ça s'appelle, des plans d'action et des rédactions de tous les projets qu'on a fait, en fait. Là, moi, actuellement, par exemple, je suis donc avec le secrétaire général, on est en train de rédiger tout ce qu'on a fait comme projet. Je rédige aussi également donc ça, c'est ce qu'on appelle le bilan écrit de l'année où on rédige tout ce qu'on a fait. Et je rédige également, par exemple, un topo sur les partenariats que j'ai essayé de mettre en place qui ont échoué, les partenariats qui se sont extrêmement bien passés, les partenaires à chouchouter, notamment AnimaFac qui est dans la colonne plus pour la prochaine personne qui prendra mon relais. Donc voilà, c'est vraiment rédiger ces choses-là. Il faut vraiment aussi qu'il y ait des bilans financiers clairs. Donc là, c'est mon trésorier qui est en train de le faire. Et après, il est possible de faire des comptes rendus, des réunions de préparation, mais moi, je sais qu'on ne va pas spécialement le faire parce que je sais qu'il y aura au moins un quart du bureau de l'année dernière qui va rester, qui pourront transmettre oralement aussi les enjeux des réunions. Mais vraiment, voilà, faire un point sur les projets, sur les partenariats, sur que les comptes rendus d'AG soient disponibles rapidement, qu'il y ait tout. Voilà. Et même, je mets sur le Drive, parce que donc, moi, je mets tout sur un Drive. Donc, un Drive qui est lié à une adresse. On a créé une adresse officielle de l'association. Et donc, tout est sur ce Drive. Et en fait, je mets même les affiches des événements qui ont eu lieu. C'est-à-dire que comme ça, ils peuvent vraiment voir, même visuellement, garder l'image qu'on a utilisée. Un drive et surtout de penser à l'arborescence du drive, c'est-à-dire bien ranger chaque document dans chaque dossier approprié, sous-dossier. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que nous, si ça nous semble évident de retrouver facilement un document, ça ne le sera pas forcément pour votre successeur. Et donc, voilà, pensez vraiment, il faut que ça soit intuitif. Et surtout aussi, quand vous choisissez votre drive, que ça soit Google Drive ou que ça passe aussi par d'autres possibilités. Pensez toujours à l'accessibilité, c'est-à-dire former aussi les nouveaux bénévoles à la prise en main du Drive et choisir un outil aussi que tout le monde maîtrise ou si ce n'est pas le cas, voilà, de les accompagner dans la maîtrise de cet outil-là. Est-ce que vous avez déjà commencé à penser à la passation? Est-ce que tu as déjà des idées de qui pourrait se présenter l'année prochaine et comment tu l'organises? Il s'avère qu'il y a en fait la problématique, et c'est vraiment la problématique dont je peux vraiment en parler puisque c'est actuellement, eh bien personne ne sait s'il sera pris et gardé en master 2 ou master 1 à Montpellier. Donc c'est-à-dire qu'on est tous dans l'indécision, moi la première, et donc on ne sait pas réellement qui va rester. Donc c'est très très en suspens. Donc il y a plusieurs personnes qui vont potentiellement reprendre. Et donc là, actuellement, par exemple, c'est vrai que dès le deuxième semestre, j'ai fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de transparence par rapport à ce qui se passait avant. J'ai fait en sorte que, par exemple, dès que j'allais à des réunions avec des partenaires, je n'hésitais pas à ramener quelques personnes en plus de moi, alors qu'avant, j'étais plutôt à le faire seule, parce qu'il faut qu'ils se rendent compte qu'il y avait d'autres personnes à Elsa Montpellier. Et donc, voilà, qu'ils se préparent. J'ai vraiment été beaucoup plus transparente sur ça. Et c'est vrai que donc là, on ne sait pas réellement qui va reprendre. J'ai envie de dire, toute personne qui était là l'année dernière et qui souhaite reprendre est la bienvenue. Et peut-être même que ce sera moi, je ne sais pas. Et donc, en fait, voilà, ça, c'est important. Mais c'est vrai que c'est une problématique vraiment, mais que tout le monde doit vivre. Ça, c'est sûr et certain. Ce qui est important aussi, c'est peut-être de repérer justement des potentiels repreneurs de l'assaut. Et donc, il peut s'agir de membres actifs qui sont déjà impliqués, mais qui ne sont pas encore au bureau. Et en fait, de préparer le terrain, quoi. Et en même temps, non plus éviter de trop se projeter, parce que trop se projeter avec une personne, c'est fermer la porte aussi à des personnes qui pourraient aussi être potentiellement intéressées et avoir leur place au sein du bureau. Donc, trouver cet équilibre. Exactement. Et c'est pour ça que là, actuellement, il y a plusieurs personnes qui sont formées, entre guillemets, à être président en cas de besoin. Que ces personnes-là, même si elles vont partir, ont fait du très bon travail toute l'année, ont été très actifs et pourront potentiellement reprendre l'association. Mais c'est vraiment des enjeux très, très compliqués. Surtout quand on a des sélections. Et en plus de ça, finalement, ce sont souvent les gens
qui voudraient reprendre l'association et qui sont suffisamment matures pour gérer ça, sont des gens qui sont en master 1, master 2. Donc forcément, eh bien, c'est eux qui sont sujets à la sélection. Donc ça, c'est très compliqué. Et même pour les partenaires aussi, c'est très compliqué puisque finalement, les partenaires sont dans cette indécision de savoir à qui est-ce qu'ils vont commencer à parler des projets de l'année d'après. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai pris le choix d'accepter quand même certains projets en faisant en sorte que lors de la transition, je parle de ces projets à la personne qui prendra la suite et qui donc sera entre guillemets liée par ces projets. Par contre, ça c'est un peu compliqué, mais c'est du donnant-donnant puisque au moins ces partenaires resteront avec l'association. Et vous conseillez quoi, du coup, comme de délai pour faire une passation à des étudiants, vu qu'il y a les vacances d'été au milieu et que souvent les AG se déroulent en septembre. Donc, est-ce que vous avez des conseils sur des délais? Des délais, eh bien, en fait, ça ne doit pas s'organiser au dernier moment, c'est sûr. Il faut, en fait, dès qu'il y a l'AG et la personne on sait déjà qui est le futur président, il faut directement essayer de passer passer les informations et soit on forme voilà les personnes qui étaient déjà présentes et qui étaient donc des membres actifs et qui décident de rester l'année prochaine, soit il faut recruter de nouvelles personnes dès maintenant et les former, même s'ils n'ont pas vraiment été impliqués dans l'association, mais de les former dès par exemple l'été, un petit peu leur dire comment est l'association, quels sont les enjeux, et comme ça, ces personnes-là sont prêtes pour la rentrée, pour commencer directement. Si on n'a pas encore trouvé un réel bureau formé. Mais ce qui est possible de faire, c'est de faire 2 AG, une AG avant les vacances, qui élit le nouveau bureau, et à la rentrée, qu'il y ait peut-être potentiellement une deuxième AG qui permet de rebouger les places en fonction des gens qui finalement ont décidé après 2 mois de réflexion, 3 mois de réflexion de ne pas rester. Et voilà, et refaire une sorte d'AG partielle pour réélire les gens qui sont partis. C'est ce que nous, on a fait en tout cas. Et du coup, comment vous intégrez vos nouveaux et nouvelles bénévoles à ELSA? Est-ce que vous faites des formations pour les bénévoles? Oui. Alors, tout le monde dans le bureau a été formé avec moi. Je les ai formés aux enjeux tout ce qui était le réseau ELSA, puisque c'est un réseau très important. Il y a 66 000 adhérents dans le monde, dans l'Europe principalement. Et donc, je les forme aux différents réseaux, puisqu'il y a une hiérarchie très, très carrée à ELSA qui est très stricte, on va dire. Donc, former à ça et à l'ensemble, puis ensuite former vraiment au poste qu'il aura et qu'il fera, puisque c'est des postes bien, bien précis, en fait, à ELSA. Donc, oui, il y a une formation vraiment. Et après, ce qui est bien aussi, c'est que lorsqu'il y a des événements nationaux du réseau ELSA, eh bien, il y a d'autres formations qui sont proposées par les représentants nationaux. Donc, ils sont toujours formés, en fait. Je rebondis sur la formation. Effectivement, c'est un aspect très important. Donc, former en interne. Et si vous n'avez pas les capacités de le faire en interne aussi, s'appuyer sur les partenaires. Par exemple, à l'IMAFAC, on propose en début d'année des formations aussi sur les thématiques qui peuvent justement concerner les membres d'un bureau. Et aussi, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites à ELSA, mais pourquoi pas aussi avoir un petit livret d'accueil aussi avec un petit peu peut-être l'historique de l'association. Voilà, parce que c'est vrai que former de vive voix, c'est important de transmettre, mais aussi s'assurer que l'information reste avec aussi ce genre de petits supports de communication interne finalement qui peuvent aussi contribuer voilà, à l'implication d'un nouveau membre. Non, on l'a pas, et d'ailleurs, je vais le faire juste après, parce que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne chose. Je pense que c'est nécessaire, je la mettrai sur, pareil, le drive, ou même en l'imprimant dans le local, qu'on puisse avoir la suite le résumé de ce qui est dit oralement, en fait. Très bonne idée. Du coup, je vais vous poser des questions par rapport aux documents à archiver. Comment le faire? Quels sont vos conseils? Effectivement, bon déjà on oublie le papier, quoi. Les archives papier aujourd'hui, ça sert plus à rien. Donc pensez toujours à numériser en fait les documents papier. Donc là, je vais vous donner un petit peu une liste non exhaustive des documents à conserver impérativement pour assurer notamment une bonne passation, à conserver le plus longtemps possible. Déjà, les statuts et le règlement intérieur de l'association.
Ensuite, les coordonnées aussi des membres élus et aussi des anciens qui peuvent être contactés si besoin et s'il y a une question spécifique. Conserver aussi tous les récépissés de déclaration et de modification en préfecture. Ça, c'est très important parce qu'on va vous demander aussi souvent ces documents-là pour toute démarche administrative, quelle qu'elle soit. Conserver l'extrait du journal officiel où a été publiée la déclaration de constitution de l'association et conserver aussi les procès-verbaux des instances statutaires comme les AG ou les CA et tout ce qui est aussi les pièces, on va dire, comptables, donc tout ce qui est factures aussi peuvent vous être demandées, notamment aussi dans le cadre de subventions où on va vous demander aussi des bilans accompagnés de factures pour justifier en fait justement le budget qui vous a été alloué. Donc vraiment, ça fait partie des documents à conserver coûte que coûte. On peut aussi conserver les bulletins d'adhésion. Ensuite, il y a aussi un certain nombre d'articles qui sont qu'il est préférable de conserver pour au moins 10 ans. C'est tout ce qui est, par exemple, les bulletins de paie si l'association compte des salariés. Bon, ce n'est pas le cas de beaucoup d'associations étudiantes, mais c'est jamais. Tout ce qui est quittance de loyer aussi, les factures de gaz, d'électricité. Ensuite, pour finir, les documents qui sont qu'il est préférable de conserver, mais ce n'est pas non plus indispensable, ça va être tous les documents liés au projet. Donc ça, c'est toujours bien pour que vos successeurs puissent y jeter un petit coup d'œil pour avoir en tête l'historique. Et tout aussi les documents relatifs au fonctionnement démocratique, les comptes rendus de réunion. Enfin voilà, c'est ça qu'il faut conserver, surtout pour la passation. Et du coup, Élodie, tu aurais un petit dernier conseil à nous donner sur la passation ? Oui, donc je pense que la phrase qu'il faut retenir, c'est qu'il faut rester présent sans l'être pour les prochains membres du bureau, c'est-à-dire être présent, leur répondre à leurs questions s'ils ne trouvent pas certains documents ou s'ils ont certains problèmes sur leur rôle respectif, mais ne pas trop en faire parce que sinon il y a un sentiment d'intrusion qui finalement gâcherait absolument tout puisque ils n'oseraient plus venir redemander des conseils par la suite et des conseils qui pourraient pourtant se révéler judicieux. Donc attention à ça, la modération est de mise. Bon, merci beaucoup à toutes les deux alors du coup et à bientôt pour une nouvelle formation peut-être. Oui, merci.